Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu que si l'accès aux études s'était élargi et s'était massifié, néanmoins des inégalités persistaient, selon notamment l'origine sociale. Les individus n'ont pas les mêmes chances, s'ils sont enfants d'ouvriers ou de cadres, d'avoir accès aux mêmes études, de faire et de réussir les mêmes études. On va essayer maintenant d'entrer dans le détail et de voir quelles sont les différentes théories qui montrent comment est-ce que le milieu social, la famille, peut influencer le parcours et les inégalités scolaires. Quand on cherche à expliquer pourquoi les enfants issus de milieux favorisés réussissent mieux à l'école, font des études plus longues et plus sélectives que les enfants issus de milieux défavorisés, on peut d'abord s'intéresser aux inégalités matérielles qui existent entre ces deux milieux sociaux. Le fait que certaines familles puissent payer des cours particuliers à leurs enfants, puissent payer des études, des écoles privées à leurs enfants, le fait que ces enfants puissent, lorsqu'ils font leurs études, avoir un logement personnel, avoir un studio dans la ville où ils font leurs études, et donc éventuellement s'éloigner de la ville où sont leurs parents, le fait même avant d'avoir accès à une chambre à soi où on peut travailler au calme plutôt que de devoir travailler dans un salon avec tous les frères et sœurs. Tous ces éléments matériels jouent clairement dans la réussite scolaire. On pourrait aussi mettre en avant le choix qui doit être fait entre poursuivre ses études ou commencer à chercher un emploi. Ce choix ne va évidemment pas se poser dans les mêmes conditions lorsque on est issu d'un milieu favorisé où justement il n'y a pas de problème, on peut être soutenu financièrement par ses parents, et lorsqu'on est issu d'un milieu défavorisé, où peut-être que justement les parents n'auront pas les moyens de nous soutenir financièrement, donc peut-être qu'on devra trouver un emploi à côté des études, ce qui va aussi jouer sur notre probabilité de réussir ces études, en tout cas de faire une licence par exemple en 3 ans, peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus de temps, de 4 ans, etc. Mais aussi le fait simplement de dire, bon bah peut-être que il faut assez rapidement, même pour aider financièrement mes parents, que je trouve un emploi, que je gagne ma vie, et par conséquent, je ne peux pas faire de longues études. Ok, je vais faire 2 ans d'études, je vais faire un BTS, mais je ne peux pas, ou un DUT, mais je ne peux pas aller au-delà, parce que ça, voilà, il faut que je gagne ma vie assez rapidement. Donc ces inégalités matérielles existent, elles sont réelles, mais on ne peut pas se contenter de ça. C'est ce à quoi on pense spontanément et on a généralement tendance à s'arrêter là. Mais c'est pas suffisant. Et vous avez notamment Pierre Bourdieu qui, dans les années 60, dans son ouvrage Les héritiers avec Jean-Claude Passeron, où il a mis en avant notamment le rôle des différences de socialisation et de pratiques culturelles, ce que Bourdieu appelle le capital culturel. On peut ainsi définir le capital culturel comme l'ensemble des connaissances, des compétences et des goûts culturels transmis lors de la socialisation. Je répète, le capital culturel désigne l'ensemble des connaissances, des compétences et des goûts culturels transmis lors de la socialisation. Globalement, Bourdieu met en avant le fait que ce capital culturel, ce qui est une notion assez large, peut se retrouver et se transmettre sous différentes formes. Il distingue ainsi le capital culturel institutionnalisé, objectivé et intériorisé. Le capital culturel institutionnalisé, c'est le capital culturel qui est reconnu par une institution. Globalement, ça correspond au niveau d'éducation. Et là, dans la transmission, c'est assez simple. Le fait que des parents avec un niveau d'éducation plus élevé vont pouvoir mieux aider leurs enfants à faire leurs devoirs, vont pouvoir les aider aussi plus longtemps dans leurs études, va clairement, on comprend assez facilement. Ensuite, vous avez le capital culturel objectivé. Donc ça, c'est le capital culturel qui se retrouve dans des objets. Si par exemple vous avez beaucoup de livres à la maison, et il y a aussi la question évidemment de est-ce que vous utilisez ces livres, parce que si c'est juste de la déco, ça n'aura évidemment aucun impact sur votre socialisation, sur vos compétences et votre comportement. Est-ce que vous avez aussi éventuellement des œuvres d'art, si on entre dans le détail, etc. Donc ce capital culturel objectivé, le fait justement par exemple de, si vous avez grandi dans une maison où on lisait souvent, il y a beaucoup de livres, on lisait souvent,
forcément vous avez plus de chances de développer vous-même un goût pour la lecture qui peut aussi avoir un impact sur votre parcours scolaire. Enfin, le capital culturel intériorisé, là en gros c'est tout ce qui est préférence et pratique culturelle, le fait de justement préférer certaines formes de musique, de préférer certains loisirs, de pouvoir aller plus souvent au musée, etc., d'avoir le réflexe d'y aller. Parce que là on ne parle pas des différences matérielles, on parle vraiment de dire est-ce que spontanément vous allez souvent au musée, est-ce que spontanément ça vous arrive d'aller au théâtre, à l'opéra, etc. Alors il faut évidemment faire attention à cette distinction. Dans les années 60, on pouvait distinguer clairement une culture légitime, donc opéra, théâtre, qui était réservée aux classes supérieures, d'une culture populaire qui était réservée justement aux classes, aux milieux défavorisés. Aujourd'hui, on est plus dans une logique d'omnivorisme culturel, c'est-à-dire que les milieux populaires, les milieux favorisés vont aussi piocher dans des registres populaires, mais ils vont avoir accès, donc on va pas pouvoir distinguer un registre qui est vraiment uniquement populaire, mais il n'y a plus cette scission. Il ne faut pas imaginer des milieux favorisés qui iraient uniquement à l'opéra et au théâtre, ce serait vraiment une caricature, mais les milieux favorisés vont avoir accès à certains loisirs, à certaines pratiques culturelles que les milieux défavorisés n'auront pas accès. Justement, le fait d'aller à l'opéra, au théâtre, et c'est pas forcément justement des questions de budget, mais plus de réflexe et donc de socialisation, le fait d'avoir l'idée d'aller au théâtre, etc., et d'être intéressé par le fait de voir une pièce de théâtre plutôt que de regarder un film à la télé. Donc, il ne faut pas se dire non plus que les milieux favorisés ont plus de capital culturel que les autres. En réalité, dans l'analyse de Bourdieu, c'est plutôt l'idée qu'ils ont un capital culturel différent. Il y a des pratiques et des préférences culturelles différentes entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Si, globalement, on pourrait s'arrêter là à dire, ok, bon, les milieux favorisés et les milieux défavorisés n'ont pas les mêmes pratiques culturelles, mais après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de supérieur dans le fait de voir une pièce de théâtre par rapport à voir un film à la télé? Là où ça va jouer, c'est que le capital culturel des milieux favorisés est plus proche des attentes scolaires. Le fait de voir des pièces de théâtre, c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans la culture scolaire, qu'on ne retrouve pas dans... et donc justement, si vous êtes dans un milieu où vous avez déjà vu des pièces de théâtre de vous-même avec votre famille, vous pourrez mieux travailler sur les pièces de théâtre en cours que si vous n'en avez jamais vu, que la première fois que vous découvrez une pièce de théâtre, c'est en cours. C'est important de la découvrir en cours, ça vous permet justement d'ouvrir votre capital culturel, de le diversifier, mais forcément vous aurez plus de difficultés si c'est quelque chose que vous découvrez maintenant, alors que les autres ont de l'avance par rapport à vous, parce qu'ils ont déjà vu des pièces de théâtre, ils ont déjà vu l'opéra avec leur famille, par exemple. Et donc les attentes scolaires, c'est les attentes scolaires qui font que le capital culturel des milieux dominants va justement les favoriser, les avantager dans leur parcours scolaire par rapport au capital culturel des milieux populaires. Après Bourdieu, d'autres études ont mis en avant le rôle de l'investissement familial. Là, on retrouve plutôt le travail de Bernard Lahire. Ces différences d'investissement familial, c'est-à-dire à quel point est-ce que les parents s'investissent dans l'étude le parcours scolaire de leurs enfants, à quel point ils font attention à ce que les devoirs soient faits, à quel point ils les aident justement dans leurs devoirs, ils les encouragent, etc., peut expliquer qu'on trouve des différences de parcours scolaire, de réussite scolaire au sein du même milieu social. Parce que au sein d'un milieu populaire, par exemple, vous allez avoir des parents qui vont s'investir plus, qui vont justement encourager et faire plus attention à la scolarité de leur enfant que d'autres qui n'auront peut-être pas le temps parce que justement financièrement ils doivent avoir plusieurs emplois et donc ils n'ont pas le temps de s'occuper comme ils le voudraient, éventuellement de la scolarité de leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à la configuration familiale et pas d'ailleurs se concentrer uniquement sur les parents, mais voir quelles sont les différentes personnes qui vont intervenir dans la scolarité. Et voir aussi quelle est la relation globalement des parents avec la scolarité, avec même leur propre scolarité pour comprendre quelle relation ils vont développer avec la scolarité de leurs enfants. Si vous avez des parents qui ont fait de longues études
mais qui ont toujours vu ça comme une sanction, comme quelque chose de qualité forcée, et donc ils n'ont pas vraiment développé un goût pour ça, forcément, ils transmettront pas un goût pour la culture et pour les études à leurs enfants par rapport à d'autres parents d'un milieu peut-être plus populaire, mais qui ont été très intéressés, qui, de fait de leur histoire personnelle, ont développé un lien et des attentes vis-à-vis de la scolarité et qui passent ensuite ces attentes vis-à-vis de leurs enfants. Donc comme j'ai dit, il faut élargir au-delà des parents, se demander est-ce qu'il y a des frères et sœurs aînés qui, par exemple, justement, vont intervenir, vont à la fois aider dans les devoirs, vont transmettre à nouveau ce goût pour la scolarité et les études. Est-ce que vous avez des oncles et des tantes, des grands-parents qui peuvent intervenir et à nouveau transmettre un certain rapport à la culture et à la scolarité? Et se demander aussi d'ailleurs dans les questions de genre, puisque si c'est une grande sœur, par exemple, vous avez une grande sœur qui a fait donc des études et qui peut transmettre à la fois ses compétences, vous aider dans la réalisation des devoirs, mais aussi dans le goût des études, vous allez le recevoir pas de la même façon si vous êtes une fille ou un garçon. Donc voilà, c'est pour ça que dans l'ensemble, et ça exige des enquêtes justement détaillées et qu'on ne peut pas forcément généraliser, mais ce qu'on peut clairement souligner, c'est le fait qu'il faut faire attention à l'investissement familial et que l'investissement familial n'est pas le même au sein de familles même du même milieu social et que justement c'est ces différences d'investissement familial, des différences de configuration familiale, de rapport de la famille à la scolarité, à la culture, qui peuvent expliquer des différences d'inégalité, des différences de parcours scolaire et des inégalités scolaires même au sein du même milieu social. À nuancer quand même, parce que on remarque que cet investissement familial est socialement différencié, que des familles des parents qui s'investissent dans la scolarité de leurs enfants ne vont pas le faire de la même façon en fonction de leur milieu social, que les milieux sociaux favorisés vont avoir accès non seulement à des ressources, comme on l'a dit, mais on va aussi essayer de soutenir la scolarité de leur enfant d'une façon qui peut peut-être susciter plus, justement, favoriser plus la réussite. Par exemple, lors du confinement, vous avez cet article, enfin, en l'occurrence après le confinement, qui est sorti, qui a montré que les familles populaires avaient tendance à consacrer plus de temps à la classe, à la maison, que les familles de mieux favorisées. Donc là, on voit justement un investissement familial de ces familles populaires pour soutenir leurs enfants. Mais ce que les sociologues qui ont fait ces études ont montré, c'est que en même temps, ce temps supplémentaire consacré à la classe et à la maison n'était pas forcément un gage d'une réussite supplémentaire et que la façon dont la scolarité était gérée de façon peut-être plus diffuse dans les familles de milieux favorisés pouvait justement les avantager. Alors évidemment, il faut entrer dans les détails, il ne faut pas se dire, bon bah du coup, voilà, les parents ne doivent pas s'investir dans la scolarité de leurs enfants, c'est pas du tout ça, mais voilà, il y a des modalités, des façons de suivre la scolarité et de s'investir dans la scolarité de ses enfants différentes selon les milieux sociaux, et on observe que les pratiques des milieux favorisés sont généralement plus synonyme de réussite que celle des milieux populaires aussi, parce qu'en fait, ces milieux favorisés vont avoir accès à plus d'informations sur comment s'investir et comment soutenir la scolarité de leurs enfants que les milieux populaires, et donc on pouvoir mettre en place de nouvelles méthodes innovantes euh, plus fréquemment que dans les milieux populaires, de façon plus efficace. Mais à nouveau, finalement, on retrouve dans ces différences d'investissement familial l'idée que si vous avez un capital culturel globalement dans les familles populaires qui est plus proche, enfin non, dans les familles plutôt des milieux favorisés, qui est plus proche des attentes scolaires, ce capital culturel va se retrouver dans l'ensemble finalement de la vie familiale, il va se transmettre dans l'ensemble de la socialisation, pas simplement dans les moments où les familles s'intéressent explicitement à la scolarité et aux devoirs de leurs enfants. Donc voilà, l'investissement familial compte et il peut expliquer les différences à l'intérieur d'un même milieu social, mais il est quand même socialement différencié et on voit que il peut expliquer des inégalités à l'intérieur d'un même milieu social, mais il ne va pas forcément compenser les inégalités entre les milieux sociaux. Voilà.